On les voit partout autour de nous. Dans les villes, dans les forêts, dans nos jardins, les arbres nous semblent solides et presque éternels. Mais en réalité, ils font face à de nombreuses menaces. Maladies, insectes ravageurs, sécheresse, les arbres souffrent. Et quand ils vont mal, c'est tout l'écosystème qui en paye le prix. Alors comment savoir si un arbre est en bonne santé? Quels sont les ennemis qui le guettent et surtout comment le protéger? Aujourd'hui, on décrypte les dangers qui pèsent sur les arbres avec deux invités de l'ANSES. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Science en question. Salut à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Science en question, cette fois dédié à la santé des arbres. Pour nous aider aujourd'hui à débroussailler le sujet, on est accompagné de deux experts de l'ANSES. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Alors Géraldine Antoine, vous êtes directrice du laboratoire de la santé des végétaux, directrice adjointe du laboratoire de la santé des végétaux à l'ANSES. C'est ça. Et Renaud Ios, vous êtes chef de l'unité de mycologie dans ce même laboratoire. Alors pour commencer Géraldine, et pour bien comprendre surtout l'enjeu qu'il y a autour de la santé des arbres, est-ce que vous pourriez nous rappeler les nombreux services qu'ils nous rendent au quotidien ? Alors les arbres, on pense avant tout à la forêt, mais en fait, il faut bien identifier que les arbres, c'est aussi une production. Par exemple, la production alimentaire au travers des fruits. C'est aussi ce qu'on appelle des services écosystémiques, le fait de pouvoir accéder à la forêt en tant que loisir, mais c'est aussi de la production primaire en tant que bois qu'on va pouvoir utiliser. Et des fois, on l'oublie d'une façon un peu plus exotique, les palmiers, qui sont aussi un aspect culturel, touristique, mais aussi agréable pour des plages, pour nos territoires ultramarins. Ok, donc ils ont plusieurs fonctions. Tout à fait. Alors avant d'aller un peu plus loin, voyons un peu ce que le public connaît sur le sujet. On est allé faire un petit sondage dans les rues de Paris pour leur demander s'ils savaient ce qu'était un bioagresseur. Et comme on est sympa, on leur a donné plusieurs propositions de réponse. A, un organisme vivant qui attaque les plantes. B, un parasite qui s'en prend au bétail. C, un astéroïde assez grand pour détruire la Terre. Ou D, quelqu'un qui vandalise les magasins bio. Je vous laisse regarder ce que les passants ont répondu. Je dirais plutôt la 1 ou la 2 du coup. Vous m'avez dit contre le bétail soit ou... un organisme qui s'attaque aux plantes, Ouais, soit un parasite qui s'en prend au bétail. je dirais le premier. Je pense que c'est le premier. Ouais, c'est la A. La A, La enfin, A. le tout premier. Oui, un organisme vivant qui attaque les plantes. La première, là, c'est quoi déjà? Un organisme vivant qui attaque les plantes. Ah, c'est l'organisme qui attaque les plantes. Ouais. Ouais. Pourquoi vous avez répondu ça? bioagresseur, je sais pas, bio. Ouais. Bio. Biologique, vie, oui, ouais, agresseur au niveau de l'agression. Je pense que ouais, ça peut correspondre. Parasite. Le parasite, Ouais. donc la deuxième. Ouais, deuxième réponse. Ouais. La même chose. Bon, la réponse qui revient le plus, c'est la réponse A. Un organisme vivant qui attaque les plantes, ça concorde. Ouais, je dis quand même, on a quand même été vachement sympa sur les propositions Oui, de réponse oui, oui. aussi, donc ça a aidé, On les j'imagine. a aidés et ça concorde avec le quiz qu'on a aussi posté sur Instagram. C'est bien sûr la bonne réponse. Renaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous donner des exemples de bioagresseurs? Alors, on appelle ça plutôt des bioagresseurs parce qu'en santé animale ou animale, on va parler plutôt de pathogènes ou d'agents pathogènes. Et la différence chez les plantes, les bioagresseurs comprennent aussi des micro-organismes et des macro-organismes, c'est-à-dire par exemple des nématodes ou des insectes, ce qu'on trouve rarement en santé animale ou en santé humaine. Donc c'est effectivement des organismes vivants qui s'attaquent aux plantes, mais à différentes échelles en fait. D'accord. Préciser qu'un nématode, c'est un ver qui est Un nématode, microscopique. c'est un ver, on le précise. Alors justement, on va prendre deux exemples de bioagresseurs pour bien comprendre quelles menaces ils représentent pour les arbres. Je vous propose qu'on en discute tout de suite dans le Science en Action. Alors, on va commencer cette séquence avec une image, composée de deux images. Je vous laisse regarder ce qui s'affiche à l'écran. Donc, on voit là, j'imagine, deux bestioles qu'on n'a pas envie de croiser dans la vie de tous les jours. Géraldine, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit finalement sur l'image de gauche d'abord? Alors sur l'image de gauche, on voit un nématode adulte. Donc c'est un ver qui est microscopique, qu'on ne verra pas à l'œil nu, mais grâce au microscope qu'on peut observer. Et que donc dans les laboratoires de la laboratoire de la santé des végétaux, on étudie, en particulier pour surveiller le territoire français vis-à-vis de ce nématode qui est réglementé, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent aujourd'hui, mais qu'on voudrait vraiment protéger le territoire vis-à-vis de ce nématode-là, qui est ce qu'on appelle le nématode du pin, en l'occurrence celui-ci. Il s'attaque exclusivement à cette espèce-là. À certaines espèces de pin, oui, en particulier. Okay. Donc là, il y a une forte spécialisation. Très bien. Renaud, alors on va revoir l'image. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit maintenant sur celle de droite?
Alors, Observation. c'est une image au microscope qui nous montre deux organes de reproduction d'un champignon parasite qui cause la maladie du chancre coloré du platane. Et on a un mélange. Les bâtonnets, ce sont des spores asexuées, végétatives. Et les petites boulettes en forme de chapeau melon, si on regarde de plus près, ce sont des ascospores, ce sont des spores sexuées. Et donc là, c'est pareil, c'est un champignon qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, on est obligé de regarder Il au faut microscope. passer au microscope, voilà. Il faut passer par une analyse de laboratoire. Et alors celui-ci, est-ce que comme le nématode qui s'attaque exclusivement au pain, ce champignon-là, j'imagine qu'il a un petit nom déjà? Alors, il s'appelle Ceratocystis platani. Très bien, je vous laisserai le redire si jamais on a besoin. Est-ce que ce champignon, il s'attaque à une espèce d'arbre en particulier? Il est exclusivement pathogène sur le platane. Et Ok. il est aussi un organisme réglementé pour l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est un parasite qui est interdit de séjour sur le territoire européen, mais qui attaque quand même des platanes dans certains pays, malheureusement. Alors pour bien comprendre, une fois que ces deux organismes vivants sont à l'intérieur d'un arbre, qu'est-ce qu'ils peuvent provoquer? Qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont dans l'arbre? Dans le cas du nématode, le nématode va se multiplier en très grande quantité dans l'arbre et va en quelque sorte asphyxier l'arbre, de sorte que l'arbre va mourir en l'espace de 3-4 semaines si on est dans des conditions qui sont favorables. Ah, c'est rapide. C'est très rapide, ouais. Et Alors, Comment, peut comment aussi ça, il asphyxie l'arbre? Comment Alors, ça se passe? la multiplication du nématode se fait dans les canaux résinifères. Donc ça bouge ces canaux et donc il y a une circulation de la sève qui ne se fait plus normalement. Très bien. Et donc c'est ce qui va causer les symptômes qu'on peut voir sur cette photo, hein, de brunissement des aiguilles, de mort des aiguilles et donc de mort du pain en quelques semaines dans des territoires adaptés, type au Portugal, c'est ce qui a été observé. Donc avec ces aiguilles qui se dessèchent en effet. Pour notre fameux champignon, petit champignon, je vais l'appeler comme ça, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est dans l'arbre? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est malheureusement une issue létale pour l'arbre aussi, moins rapide que pour le nématode, puisqu'il va faire mourir l'arbre entre 6 mois et 2 ans. Il va lui prendre un peu plus longtemps. Il va asphyxier aussi l'arbre, mais c'est en quelque sorte l'arbre qui va s'asphyxier lui-même, parce qu'une fois que le champignon a pénétré dans l'arbre via des racines ou surtout des blessures, le champignon est incapable de pénétrer l'arbre par voie naturelle. Il faut des blessures dans l'arbre. Il va envahir les tissus et l'arbre, en essayant de freiner sa progression, va émettre lui-même des substances qui vont malheureusement boucher les vaisseaux conducteurs. Et en quelque sorte, l'arbre va s'asphyxier. Ah, donc finalement, il se essaie en de se défendant, protéger, finalement, voilà, il essaie de se protéger, mais le pathogène va plus vite que lui Ok. et généralement la mort est inéluctable. Donc ça veut dire que les arbres ont une sorte de système immunitaire pour pouvoir quand même se défendre. Alors, ils n'ont pas de système immunitaire comme on l'entend chez les mammifères, enfin de Ouais. système immunitaire circulant, on va dire, Ouais. mais localement, il peut se défendre. C'est pour ça que d'ailleurs, le chancre du platane n'attaque pas des arbres sains. En fait, il a besoin d'une blessure pour pouvoir surmonter les premiers mécanismes de défense de la plante. Et une fois qu'il a passé, malheureusement, le pouvoir pathogène est plus fort que ce que la plante est capable de mettre en place. Alors, j'aimerais bien voir à quoi ressemble un arbre justement malade pour chacun de ces bioagresseurs. Pour le pain, donc vous commenciez à le dire, donc on peut repérer ça en regardant la couleur des épines, Ouais, des aiguilles. des aiguilles. On va observer un brunissement des aiguilles, souvent d'une façon unilatérale. C'est ce qu'on appelle des symptômes de flag en drapeau. Mhm. On va voir qu'une partie de l'arbre qui brunit. Alors ça veut dire que le nématode est déjà bien présent et multiplié. Et comme l'indiquait Renaud, hein, c'est un peu opportuniste pour ces bioagresseurs de rentrer. Là, pour le nématode du pain, c'est une blessure qui est causée par un insecte qui permet que le nématode va pénétrer dans le pain et s'y multiplier. Donc c'est vraiment ces brunissements, ces aspects un peu dépérissants des pins qu'on va observer pour ensuite vérifier est-ce que le nématode est présent ou pas, puisqu'il y a plein d'autres causes pour le dépérissement des pins. Et alors, pour ce qui est du champignon, à quoi on repère un platane qui est attaqué? Alors, on le repère plus facilement en période de végétation, puisque c'est un arbre à feuilles caduques. Donc, on va voir le feuillage qui va jaunir, généralement sur un côté de l'arbre, principalement. Toute une charpentière peut jaunir, les feuilles peuvent C'est quoi être que vous appelez petites. une charpentière? Une charpentière, c'est une grosse branche, en fait, qui va structurer l'arbre. Et puis, si on y regarde d'un peu plus près, on va voir ce qu'on appelle des nécroses, donc du tissu nécrosé, mort, sous l'écorce. Et comme le platane qu'on cultive en Europe, qu'on élève en Europe, a une écorce très très fine, on arrive à deviner ces nécroses sous l'écorce. Ça a une petite forme de flamme qui peuvent prendre plusieurs mètres de hauteur, généralement. Pourquoi les feuilles jaunissent seulement d'un côté de l'arbre? C'est le côté dans lequel les vaisseaux conducteurs sont le plus bouchés dans la section de l'arbre. En fait, c'est une traduction de l'endroit où le champignon a réussi à rentrer, soit par les racines, soit par des blessures sur le tronc. Mais les charpentières et les feuilles vont jaunir plutôt du côté de l'attaque. Alors,
on ne trouve pas ces bioagresseurs sur la même répartition géographique. Non. Pour le nématode, vous commenciez à le dire, il n'est pas présent en France pour l'instant. Du tout. Et c'est vraiment un objet de surveillance absolue, parce qu'on craint beaucoup pour un territoire comme les Landes, par exemple, qui a un peuplement continu de pins. Donc c'est vraiment une surveillance accrue depuis le début des années 2000, suite à l'introduction de ce nématode et sa détection au Portugal. C'est là que ça a commencé, en tout cas en Europe. Pour l'Europe. Il est l'Europe. présent en en Amérique du Nord, il est présent en Asie, dans certains pays d'Asie. Et donc, depuis 1999, il a été détecté au Portugal, avec quelques cas ponctuels en Espagne. Donc en France, c'est vraiment un sujet de surveillance très important pour protéger les peuplements en particulier. La situation est différente pour le champignon. Là, il est déjà présent sur le territoire français. Oui, il est originaire d'Amérique du Nord, mais il a été introduit au milieu du siècle à peu près. On en reparlera peut-être après. Et il est présent sur de larges étendues, déjà dans le sud-est de la France, vers le sud-ouest, en Italie et en Grèce également. Alors justement, oui, en France, on a déjà une petite idée de comment il a été introduit ? Alors, on a une bonne idée. Enfin, il a été introduit probablement de la même façon qu'en Italie. C'est un petit peu une histoire qui est en concours avec la grande histoire, entre guillemets, puisque ce serait une introduction qui se serait produite lors de la Seconde Guerre mondiale, avec le débarquement des Alliés, alors en Italie en 1943 et en Provence en 1944. Ça remonte, hein, quand Ça même. remonte, oui. Il faut un peu de temps pour que le champignon s'installe et il a très probablement été introduit, on pense en tout cas, via des caisses de munitions de l'armée américaine ou du bois de calage qui est utilisé pour caler les matériaux, qui a été fabriqué à partir de platane lui-même contaminé en Amérique du Nord. Alors, en parlant de répartition géographique des bioagresseurs, on a eu une question sur le sujet de la part du public. Je vous laisse regarder. Est-ce que justement les maladies qui touchent les forêts sont vraiment spécifiques par rapport au climat ? Alors, est-ce qu'on sait s'il y a des maladies spécifiques à certains continents ou à certains climats ? Alors, il y a des maladies, en fait, toutes les maladies existent partout, mais généralement, elles coexistent assez paisiblement avec leurs plantes hôtes. Et le problème se pose lorsqu'on va changer quelque chose dans cet écosystème. C'est-à-dire, soit on va apporter les parasites en dehors de leur aire d'origine de répartition. C'est ce qu'on fait lorsqu'on importe des végétaux ornementaux pour nos jardins, qu'on importe des semences. Ces végétaux peuvent être contaminés et les pathogènes qui sont transportés par ces végétaux vont se retrouver exposés à des plantes hôtes qu'on appelle naïves, puisqu'elles n'ont pas coévolué avec ces parasites. Et de fait, pour généraliser, elles sont extrêmement sensibles. Et la maladie est beaucoup plus violente lorsqu'on change de continent, en fait. Donc, ce n'est pas tant le continent initial, mais plutôt où est-ce qu'on déplace le bioagresseur. Et les conditions qui vont être retrouvées. C'est pour ça que je disais en Europe, sud de l'Europe, l'expression du nématode du pin va être forte. Nord de l'Europe, l'expression des symptômes va être faible, même si le nématode est présent. Donc, comme indiquait Renaud, l'organisme peut être présent sans poser de problème parce qu'il n'y a pas d'impact économique, il n'y a pas d'impact culturel. Mais par contre, dès qu'il y en a, parce que les conditions sont plus favorables. On sait maintenant où ils sont répartis à peu près. Est-ce qu'on sait, une fois qu'ils sont sur le territoire, comment ils se propagent d'un arbre à l'autre ? Pour les nématodes, je crois qu'ils ne voyagent pas seuls, en fait. Non, ils ne voyagent pas seuls. Ils font ce qu'on appelle du hitchhiking, c'est-à-dire qu'ils profitent d'un insecte vecteur pour le transporter. Donc, il y a un certain nombre d'organismes qui sont ce qu'on appelle vectés, qui utilisent un insecte le plus souvent, mais ça peut être d'autres organismes, pour les transporter. Donc, c'est une dissémination passive en utilisant un autre organisme, mais qui est extrêmement efficace. Dans le cas du nématode du pin, l'insecte, en l'occurrence, c'est un monocamus, enfin le genre monocamus. C'est ce qu'on voit à l'image. Galloprovincialis, que vous voyez à l'image, et qui a la possibilité quand même de voler sur plusieurs kilomètres. Ça, c'est pas quand il a le vent derrière lui qui le pousse, quand on est par exemple dans la forêt des Landes avec les vents d'Atlantique. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment des grandes distances parcourues et donc la possibilité de transporter le nématode sur des distances vraiment importantes. Et je pense que c'est vrai encore plus dans le cas des champignons avec les spores qui peuvent être portés par le courant d'air. Nous, le chancre du platane, le Ceratocystis platani, donc, se disperse à très petite distance, en fait. Okay. La plus facile des façons de se propager pour lui, c'est de racine à racine. Il va contaminer un arbre infecté vers un arbre sain, en passant par les racines, parce que les racines des platanes se fusionnent. On appelle ça l'anastomose racinaire. Et le champignon va suivre, en fait, cette anastomose et passer d'un sujet infecté à sain. Ensuite, il y a le plus gros vecteur de ce champignon, finalement, c'est l'homme, puisque c'est lui qui va transporter du matériel végétal contaminé d'un lieu où le champignon est présent vers un lieu complètement sain. Donc c'est ce qui se passe en ce moment en France, par exemple, où les entreprises qui font de l'élagage
ou de la taille de platane sont très surveillés et on leur demande de désinfecter très fortement leur matériel de taille parce qu'on va être capable d'inoculer un platane sain en le taillant avec des outils qui auront servi à tailler un platane infecté qui n'auront pas été décontaminés. Donc là, c'est plus une contamination de proche en proche quand même. C'est plus localisé en tout cas. Ça peut aller assez loin. Il y a des chantiers d'élagage qui se produisent sur des centaines de kilomètres. En Grèce, par exemple, on a une espèce de saignée de platane contaminé qui est issue d'un chantier de taille qui a été organisé pour nettoyer des lignes électriques à de haut voltage. Et en fait, on suit parfaitement la progression de la maladie le long de ces lignes de courant. En fait. Impressionnant. Géraldine, je reviens quand même sur le nématode pour bien comprendre. Parce que donc, il est transporté par c'est l'insecte, un coléoptère. Mais comment il peut infecter l'arbre? Alors en fait, l'insecte va émerger d'une pupe. Cet insecte, il est tout frais, il va prendre première prise de nourriture. Et lors de cette prise de nourriture, en fait, il vient mordre les aiguilles de pin. Et quand il mord dans ces aiguilles de pin pour se nourrir, il crée des blessures. Et le nématode sort des trachées de l'insecte pour aller envahir justement l'aiguille. Et après, descendre dans l'arbre et se multiplier dans l'arbre. Donc c'est un système assez élaboré, en l'occurrence. Mais après, je reviens sur ce qu'a dit Renaud. L'action de l'humain sur la dispersion des organismes, des bioagresseurs, globalement, est extrêmement prépondérante. Extrêmement prépondérante. Et alors, c'est là que l'ANSES intervient, que vous pouvez avoir une action Alors nous, on intervient beaucoup plus sur la partie analyse. Donc on est un des maillons de l'ensemble du processus de surveillance. On est amené aussi, dans les activités de l'ANSES, à faire des recommandations, puisqu'il y a une activité d'expertise sur les risques biologiques, et donc de faire des recommandations auprès de différentes tutelles ou de parties prenantes pour indiquer, par rapport à un risque, quels conseils, recommandations on peut faire pour gérer ce risque. Géraldine, concernant le nématode du pin, est-ce qu'on risque de le voir quand même arriver en France ou est-ce que c'est une question de temps ou finalement est-ce qu'on est protégé quand même? On surveille depuis 2001, donc ça fait quand même plus de 20 ans. On est obligé en plus d'avoir une stratégie, l'État français est obligé d'avoir une stratégie extrêmement flexible puisque les risques d'entrée sont multiples. Alors tu as évoqué Renaud, par exemple les caisses en bois de munitions à une époque, et ça reste un risque aussi pour le nématode du pin. On introduit des maisons qui viennent du Canada par exemple, tout en bois, qui ont déjà représenté dans le passé un risque, on a pu en intercepter. Il y a aussi du bois qu'on dit de calage dans les bateaux. Il y a beaucoup de transports qui sont faits par le bateau. On utilise des bois de calage pour maintenir des marchandises. Et ce sont des bois qui sont généralement de pauvre qualité et susceptibles de ne pas avoir été traités correctement parce qu'il y a quand même une réglementation internationale sur ce sujet. Et que si elle n'est pas respectée, on prend des risques d'introduire des organismes qui sont présents très très loin et qui arrivent en Europe. Donc, dire qu'on va l'avoir, on a quand même la barrière des Pyrénées. Qui crée une vraie barrière. Il y a eu des études qui ont été menées par des scientifiques français sur le fait que cette barrière était vraiment limitante sur la... C'est une barrière physique parce que finalement l'insecte ne peut pas, à une certaine altitude, j'imagine, sur des survivre. études de génétique, il a pu être montré qu'en effet ça crée une barrière assez importante. Les collègues de l'INRAE en particulier ont pu démontrer ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, parce qu'en particulier, on peut avoir du bois qui transite depuis le Portugal vers les ports du sud de la France, sud-ouest, et contourné. Donc le risque n'est pas nul, mais en tout cas, il est relativement maîtrisé. Mais on a toujours cette inquiétude qu'on n'ait pas bien identifié une possibilité d'introduction ou une voie nouvelle qui existerait. Donc c'est là que vous intervenez justement pour évaluer les risques et un peu imaginer tous les scénarios possibles pour pouvoir... Alors, pas une partie de certains effectifs du laboratoire de la santé des végétaux qui interviennent sur l'évaluation du risque biologique, et les scientifiques des unités du laboratoire peuvent aussi contribuer à ces évaluations. Oui, Géraldine a parlé des analyses qu'on réalisait. En fait, le but aussi, c'est de pouvoir détecter de façon très précoce le parasite sur le terrain pour mettre en œuvre des mesures d'éradication. En fait, la seule façon qu'on a de lutter contre ce parasite, c'est d'éradiquer, de tuer dans l'œuf le parasite avant qu'il ne se propage plus en avant. Alors, on va revenir sur le rôle de l'ANSES un peu plus tard dans l'émission. Mais peut-être qu'une bonne façon finalement de se protéger, c'est de se passer le mot. Si les arbres pouvaient se parler entre eux, c'est peut-être le cas, puisque Marine va nous parler de la communication entre les arbres. C'est le coup d'œil du jour.
On a vu que les arbres pouvaient subir les agressions, mais est-ce qu'ils sont capables de se défendre contre ces agressions? Et mieux encore, est-ce qu'ils peuvent se prévenir les uns les autres en cas d'attaque? C'est une idée qui a beaucoup été relayée dans les médias ces dernières décennies, l'idée que les arbres et les végétaux en général communiquent entre eux. On entend même parfois qu'ils s'entraident en s'envoyant des nutriments ou en alertant leurs congénères quand ils subissent une attaque. Mais alors d'où ça vient? Eh bien, un facteur qui a beaucoup contribué à la diffusion de cette idée, c'est un article de Suzanne Simard, professeure d'écologie forestière au Canada, qui a été publié en 1997 dans la prestigieuse revue Nature. Dans cette étude, Suzanne Simard affirme que 2 espèces d'arbres, les sapins de Douglas et les bouleaux, échangent du carbone grâce à un réseau de champignons souterrains qui les relie entre eux, ce qu'on appelle un réseau mycorhizien. Et lors de la publication de l'article, la revue Nature crée l'expression Wood Wide Web pour désigner le phénomène en faisant un jeu de mots avec le World Wide Web. L'idée derrière, c'est que ces réseaux de champignons connectent les arbres entre eux, comme le fait Internet avec les humains, et que les arbres utilisent ces réseaux pour s'envoyer des nutriments et des informations. Alors du coup, c'est vrai ou pas? Je vais te décevoir, mais on n'est pas sûr. En fait, suite à cet article, plein d'hypothèses ont circulé sur les réseaux mycorhiziens. Certaines études soutiennent la théorie du Wood Wide Web, d'autres non, et la controverse n'est toujours pas résolue. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée d'une communication entre les arbres a séduit beaucoup de monde. Les médias et même des scientifiques, comme Suzanne Simard ou l'ingénieur forestier Peter Wolleben, ont diffusé auprès du grand public une représentation très romancée de la vie des arbres, à base d'entraide et de solidarité. Et cette idée est aujourd'hui bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Évidemment, ça déplaît à une partie de la communauté scientifique qui estime qu'on n'a pas de preuves suffisantes pour affirmer que les arbres se soutiennent ou s'alertent grâce aux champignons. En février 2023, assez récemment, 3 chercheurs ont même publié un article pour dénoncer ce qu'ils appellent de la désinformation, en expliquant que les études qui suggèrent une telle communication n'étaient pas concluantes et que les résultats étaient souvent surinterprétés ou généralisés de façon abusive. Et alors, est-ce qu'à part les réseaux de champignons, on a d'autres pistes sur la communication entre les arbres? Alors oui, des études montrent que certains arbres émettent des signaux chimiques dans l'air au moment d'une agression, par exemple quand ils se font manger les feuilles par un insecte, et elles concluent que ça pourrait servir à déclencher des mécanismes de défense chez les arbres autour, mais là aussi, c'est controversé, on manque de preuves concrètes. Donc attention, même si c'est tentant de projeter nos émotions et nos comportements humains sur d'autres organismes, c'est pas forcément étayé scientifiquement. De toute façon, les arbres sont bien assez fascinants comme ça. Ils n'ont pas besoin de nous prouver qu'ils s'envoient des emails par champignons interposés. Bon, Renaud, qu'est-ce que vous pensez de ce Wood Wide Web en tant que mycologue? C'est une bonne image journalistique, j'allais dire, c'est très bien trouvé, mais effectivement, on manque de preuves pour pouvoir le démontrer formellement. Il est vrai que les réseaux de mycorhizes favorisent le transfert de nutriments, ça c'est leur fonction, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. De là à faire circuler de l'information, je suis plus dubitatif en effet. On ne sait pas si les arbres peuvent se prévenir en cas d'attaque, mais est-ce qu'ils peuvent se défendre ou se soigner tout seuls? Je vous propose d'écouter la question d'une passante à ce sujet. Typiquement, j'ai un arbre dans mon jardin où il y a des gros champignons. Et c'est vrai que j'ai laissé faire en me disant que c'est la nature. Et en fait, il est en train de bouffer mon arbre. Donc, évidemment, c'est ce qu'on doit faire confiance à la nature et laisser faire. Moi, je crois que si l'arbre a laissé le champignon monter, c'est que ça devait se faire. Et en même temps, je suis triste parce que c'est un mirabellier. Et en fait, je vois que de l'intérieur, il est en train de mourir. Donc, la limite entre laisser faire la nature et intervenir. Bon alors, la grande question, Géraldine, est-ce qu'il faut laisser faire ou intervenir? Le contexte va faire qu'on va laisser faire ou on va intervenir. Parce que là, on est sur de l'ornement dans un jardin privé. La valeur que la personne accorde à cette plante, qu'est-ce qu'elle va vouloir en faire, voilà. Après, il y a un équilibre, en effet. Hein. Alors, de là à dire que les plantes peuvent se défendre, il y a des travaux qui sont faits sur des éliciteurs qui vont favoriser les défenses, que tu as expliqué tout à l'heure, hein, les défenses possibles des plantes. Maintenant, il y a un équilibre. Donc, oui, il faut le mettre dans le contexte et voir quel est l'enjeu autour. Quand on est sur une production type une production fruitière, en effet, on va vouloir préserver la production, puisqu'il y a un capital économique quand on est dans un jardin privé. Ou à l'inverse, quand on est sur un arbre qui a une valeur patrimoniale, on a des arbres remarquables en France qu'on veut préserver parce qu'on leur a accordé soit une valeur particulière, soit parce que ce sont des arbres qu'on a pu dater comme étant très vieux. À ce moment-là, on va peut-être tout faire pour les sauver, les maintenir par rapport à des bioagresseurs, quels qu'ils soient. Malheureusement, pour cette dame et son mirabellier, si on a des carpophores déjà visibles, donc des consoles de fructification du champignon à l'extérieur, c'est qu'il y a déjà des kilomètres de réseau de mycélium à l'intérieur de l'arbre qu'on ne voit pas et que l'infection est déjà très prononcée. Donc il y a peu d'espoir. Et en fait, le fait de laisser faire, en fait, c'est un peu contre-productif parce que je n'ai pas encore parlé de l'exemple du canal du Midi. Pour ceux qui connaissent, c'est
un site qui est protégé par l'UNESCO, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, et qui est bordé de dizaines de milliers de platanes, qu'on est en train d'abattre. Il y avait 40 000 platanes le long du canal du Midi, il n'y en a plus qu'une dizaine de milliers. Ils sont tous abattus soit en mesure d'éradication, soit à titre préventif pour freiner le plus possible la progression de la maladie du chancre coloré du platane. Bon, merci pour les explications. Merci Marine pour ta chronique. On retiendra quand même que si les arbres ne communiquent pas, les scientifiques, eux, au moins, ont des débats qui sont plutôt vifs et nourris. Et à présent, on va se demander comment lutter contre ces bioagresseurs. Est-ce qu'il existe des méthodes préventives? Et quand l'épidémie est bien installée, est-ce qu'on peut limiter les ravages? On en discute avec nos deux invités dans l'esprit d'équipe. Alors, avant de parler traitement, on va d'abord évoquer les mesures de prévention contre les bioagresseurs. Une des méthodes, c'est tout simplement d'empêcher l'introduction des bioagresseurs sur le territoire. On l'a dit, les bioagresseurs peuvent arriver par des emballages, des boîtes de calage. Alors, Géraldine, comment on s'y prend pour limiter cette introduction? Est-ce que ça passe par des lois, par des contrôles aux frontières? Alors, la France fait partie du territoire européen et donc est régie par des textes de l'Union européenne, qui en effet définissent un certain nombre d'organismes qui sont interdits. Alors, ils peuvent être déjà présents, mais on limite leur dispersion, ou sont interdits d'introduction. Donc, on peut avoir des marchandises qui sont interdites pour éviter l'introduction d'organismes. Donc, globalement, ça va être un contrôle aux frontières de l'espace européen. Et donc, la France s'est dotée d'un certain nombre de points pour lesquels les services de l'État, donc du ministère de l'Agriculture, sont chargés de la surveillance à l'introduction. Donc ça peut être à l'aéroport, puisqu'il y a des marchandises qui arrivent à l'aéroport, dans les ports en particulier. Et donc c'est encore la meilleure façon de faire, même si le taux d'échantillonnage par rapport à tout ce qui arrive, forcément, on ne peut pas surveiller 100% des marchandises qui sont introduites. Et donc il n'y a pas de contrôles qui sont faits vraiment aux frontières françaises, c'est au niveau de l'Union européenne seulement? Alors, l'Union européenne, la France fait partie de ce territoire et par exemple toutes nos côtes sont limites du territoire européen. Donc, et puis les entrées aux aéroports, ce sont des entrées, ce qu'on appelle nous les pays tiers en dehors de l'Union européenne sur le territoire européen. Donc tous ces cas-là sont envisagés pour faire un contrôle à l'import. Et on parlait de différents types de marchandises. Est-ce qu'il y a aussi vraiment des arbres qu'on ne peut pas importer sur le sol de l'Union européenne? Alors, des arbres en tant que tels, à ma connaissance, il y a des cas exceptionnels où il y a pu y avoir l'introduction d'arbres, par exemple, suite à la tempête de 99, où il y a pu y avoir des dons pour justement repeupler, replanter, par exemple, dans le parc de Château de Versailles, me semble-t-il. Ça, c'est exceptionnel, mais normalement, les types de plantes qui sont... Des dons qui avaient été faits par qui? Les États-Unis, de mémoire. Okay. Et de fait, certaines marchandises sont prohibées, c'est-à-dire qu'elles sont interdites à l'import. Donc, les arbres taille adulte ne le sont pas spécialement autorisés, me semble-t-il. Par exemple, vous avez par exemple les plants d'arbres qui, eux, peuvent faire l'objet d'un commerce, mais sont réglementés par des règles qui sont spécifiques, où un certain nombre d'organismes doivent être vérifiés avant même d'être envoyés vers le territoire européen, et donc la France. C'est efficace, ce filtre à l'entrée? C'est un petit peu délicat comme question posée comme ça. Disons qu'en tout cas, chaque État membre de l'Union européenne se dote des meilleurs moyens pour le faire, doit rendre compte tous les ans à la Commission européenne si cette surveillance est organisée et dans quelles conditions et ce qui a pu être détecté. Il y a aussi une communication qui est forte entre les États membres pour dire ce qui a été détecté. Et c'est autant de sujets d'alerte s'il y a des choses qui se passent chez les voisins, de se dire est-ce qu'il y a un risque pour nous aussi. Est-ce qu'il y a des filières de marchandises qui sont plus sensibles par rapport à d'autres et qu'on va surveiller en priorité ? Alors, sur les arbres, à proprement parler, moi, ça ne me semble pas être de mon expérience, ce que j'ai pu s'identifier. Par contre, ce qu'on appelle des plants pour planter, donc des plantules de plantes ornementales, de plants légumiers, là, en effet, souvent, ça peut être à risque. Quelque chose qui est aussi à risque, ce sont les bonsaïs, puisque ce sont des plantes qui ont vécu longtemps et qu'on va rempoter d'une certaine façon pour les envoyer, pour faire du commerce et les recevoir, nous, en Europe, pour les acheter. Ce sont des plantes à risque. Les fleurs coupées, il ne faut pas sous-estimer que même sur des fleurs coupées, on peut aussi avoir des organismes nuisibles. Donc là, on commence à s'éloigner des arbres. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces plantes qu'on peut introduire à un moment ou à un autre, on a le risque aussi d'introduire des organismes qui vont être défavorables et donc des bioagresseurs pour les arbres en l'occurrence. Donc les arbres, on pense toujours aux forêts, mais les arbres en milieu urbain aussi. On contrôle aussi les bagages des particuliers, par exemple, qui reviennent de vacances. C'est des choses qui existent ? Alors,
Il y a des opérations de sensibilisation qui sont menées par, en particulier, le ministère de l'Agriculture en France, dans les aéroports. Alors, on n'est pas forcément sensible quand on part ou quand on rentre de vacances à ces messages. Il y a différents messages qui existent via YouTube ou autres pour sensibiliser de ne pas risquer d'introduire des organismes nuisibles quand on revient de vacances. Oui, nous, c'est un Donc, message qu'on peut faire passer dans cette émission, c'est complètement. que apporter une bouture, une plante ou même du sol, de la terre, en provenance Surtout pas du sol. de l'étranger, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Tu C'est- ramènes pas du souvent tout. de la terre, toi? Non, mais Mais du écoute, sable. il y a des passionnés. Mais du sable, vous pouvez Même apporter le du sable, sable ouais. parce qu'on trouve ça joli, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le sable. On a l'expérience, alors je n'ai plus le nom exact d'un insecte, qui avait été une ponte d'un papillon sur un galet, en fait, sur une pierre, et qui avait été ramené comme ça et introduit dans un pays. Ah, donc, les Donc, pierres aussi. parce qu'il y a eu la ponte de l'insecte dessus. Donc, en effet, gardez vos meilleurs rêves et vos meilleurs, vos meilleurs prend des souvenirs. photos, ça Voilà, sera bien. prendre des photos. Mais Prendre des même photos. votre esprit, voilà, gardez des meilleurs souvenirs, évitez en fait d'introduire des organismes indirectement. Alors maintenant, concernant les bioagresseurs qui sont déjà sur le territoire français, il y a des systèmes de surveillance. Combien d'organismes sont surveillés aujourd'hui en France ? Alors, la réglementation européenne liste près de 400 organismes. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Alors, je vais être honnête, tous ne sont pas surveillés en même temps, mais en tout cas font l'objet d'une surveillance. Ça, c'est pour les organismes pour protéger le territoire européen, sachant qu'on peut être amené aussi à surveiller d'autres organismes, parce que la France ou d'autres pays de l'Union européenne exportent des produits vers d'autres pays du reste du monde. Donc, on surveille en plus d'autres organismes. Et donc, c'est une surveillance qui est partagée entre différents acteurs. Nous, un laboratoire, on intervient vraiment sur la partie analyse, quand il y a lieu de faire des analyses. C'est pas l'ANSES qui Non. élabore les plans de surveillance aujourd'hui. Non, du tout. Non. On peut contribuer à apporter une expertise technique, c'est ce qui est fait très régulièrement, sur la pertinence de telle surveillance, pourquoi telle culture sera surveillée et pas telle autre, qu'est-ce qui est pertinent. Et très souvent, je pense que les scientifiques du laboratoire sont amenés à préciser, là, c'est peut-être pas pertinent, là, au contraire, il faudrait être plus vigilant. On a des cas d'introduction, par exemple, en ce moment, de curcuma, où on sait qu'il y a peut-être un risque sur une bactérie donnée. Donc, une surveillance accrue à l'import, pour le coup. Mais la surveillance du territoire, oui, on intervient aussi pour donner notre avis, on va dire. Mais En complément de ce que dit Géraldine, il faut bien comprendre que ça se fait à l'échelle européenne, parce que la France travaille aussi pour les autres pays membres, puisqu'on est une des voies d'introduction, mais la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne importent aussi des choses. Et en fait, quand on se protège, nous, on protège aussi les autres et vice-versa. Et la France est un territoire qui est largement traversé par des marchandises qui viennent de l'Europe de l'Est pour aller jusque dans l'Europe du Sud, Espagne, Portugal, et dans le sens inverse aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de trafic routier, de partage de marchandises, et donc des risques aussi accrus. Est-ce que vous êtes en communication avec d'autres entités, d'autres organismes comme l'ANSES, mais dans les pays voisins ? On a des homologues. Alors, le laboratoire de Renault, en particulier, porteur d'un mandat de laboratoire de référence de l'Union européenne pour les champignons, justement. Et donc, on a nos homologues avec qui on est amené à travailler, Renault, de façon très régulière. L'idée, en fait, c'est de garantir que les contrôles et la surveillance du territoire sera faite de la même façon, avec la même pertinence dans tous les pays. Donc, on travaille tous avec les mêmes méthodes de détection, des méthodes qui seront sensibles et fiables, pour être sûr de ne pas rater les introductions de parasites de quelques pays qu'elles arrivent. En fait. Et justement, en parlant de ces méthodes de surveillance, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous donner quelques exemples ? Par exemple, pour le nématode du pain ou pour le chancre coloré dont on a parlé, comment est-ce qu'on les détecte ? Alors, pour la partie chancre coloré du platane, le champignon dont on a parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'apparition de symptômes qui vont être notés par les habitants eux-mêmes ou par les municipalités, parce que c'est un arbre qui est très planté dans les parcs et jardins. L'apparition de ces feuillages jaunissants et ces nécroses sur les arbres va les motiver à prévenir ce qu'on appelle les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, qui ont des contrôleurs phytosanitaires. Il y a des personnes dont le métier, c'est d'aller surveiller ces symptômes-là. Ils vont aller vérifier la pertinence des symptômes. S'ils observent quelque chose qui pourrait faire penser à la maladie, ils vont faire un prélèvement, nous envoyer l'échantillon pour analyse ou un laboratoire qui est capable de le faire. Et si le résultat est positif, si on détecte bien le parasite en question, s'agissant d'un parasite de quarantaine, il y a obligation de lutte, obligation de destruction, d'éradication du foyer, en fait. Okay, donc nous, on peut faire des signalements en tant que citoyen. Vous êtes même obligé, d'après le code rural. Ah ouais. Ouais. Chacun est normalement tenu de déclarer la présence. C'est bon à savoir. Et c'est comment ça se passe ? Donc vous le disiez là, donc on va voir les directions. Un service régional. Ouais. D'accord. De l'alimentation, et qui a en particulier un service qui s'occupe de la santé des plantes.
Et pour le nématode du pin, c'est une autre méthode de surveillance qui est utilisée. Est-ce que Alors vous pour le pouvez nous en nématode du parler? pain, on utilise deux approches. D'une part, je vous ai dit qu'il y avait le nématode était transporté par un vecteur qui était un insecte. Donc il y a une surveillance de cet insecte dans des zones qu'on dit à risque. Donc soit les pamplements de pin, soit aux alentours de zones à risque sont ports, aéroports, mais aussi les scieries. Enfin voilà, il y a eu un plan de surveillance qui a été construit par rapport aux risques et comment détecter précocement la présence du nématode en le détectant sur le vecteur. Et donc ça, c'est une première approche. Donc capturer des insectes, les tester sur la présence du nématode. On fait du piégeage. On fait du piégeage. Donc sur le terrain, on utilise des pièges qui vont avoir des attractifs qui vont faire venir les insectes. Et à ce moment-là, après, on récolte ces insectes et on les analyse en laboratoire. Et l'autre possibilité, c'est d'observer, comme on a indiqué tout à l'heure, vous avez montré des photos, des symptômes de dépérissement sur les arbres, et à ce moment-là, de prélever sur les arbres, dans le tronc de l'arbre, un prélèvement avec des copeaux de bois. Ces copeaux de bois sont analysés en laboratoire. On laisse migrer ces copeaux de bois dans de l'eau, les nématodes naturellement vont sortir, et on va pouvoir observer s'ils sont présents ou pas. Et on peut faire la même chose sur les bois de calage dont on parlait précédemment pour vérifier s'ils sont bien indemnes, ou les palettes, qui est aussi quelque chose de très important en termes de commerce et de produits qui va tourner partout dans le monde. Donc voilà, sur les méthodes de surveillance en lien avec le laboratoire. Mais juste préciser quand même que ces systèmes de surveillance, là on a focalisé sur 2 organismes, mais s'appuient vraiment sur ce qu'on appelle les inspecteurs phytosanitaires qui sont chargés, mais aussi c'est spécifique pour les herbes, pour tout ce qui est arbres et forêts, d'avoir un groupe d'observateurs qui sont reliés à l'ONF et qui observent les forêts, qui font des relevés sur plein de sujets différents, dont ces organismes qui sont nuisibles et réglementés. Rappelez-nous, l'ONF, c'est... L'Office national des forêts. Une fois qu'on a détecté une maladie ou une infestation et qu'on voit qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les traite? Est-ce qu'on les traite? Alors, le principe du parasite sur lesquels on travaille le plus, qui sont les parasites de quarantaine, c'est qu'ils sont par nature de quarantaine parce qu'on n'a pas de moyens de lutte, justement. On n'a pas de moyens de lutte chimique, on n'a pas de moyens de lutte génétique de plantes résistantes disponibles, on n'a pas de moyens culturaux. Donc la seule lutte qui existe, c'est l'éradication, c'est empêcher l'introduction dans un premier temps. Et si on n'y arrive pas, si on trouve quand même le parasite, c'est d'éradiquer, de tuer le plus rapidement possible la source d'inoculum pour éviter qu'il s'installe, qu'il se propage plus loin, malheureusement. Donc ça veut dire qu'on abat les arbres. On abat les arbres, et plus que les arbres, dans le cas du chancre coloré du platane, ce n'est pas un petit chantier, puisqu'il faut à la fois couper l'arbre, récupérer la sciure qui est elle-même infectieuse, déraciner, et il faut brûler tout ça. Parce que tout l'arbre est colonisé par le champignon, tout l'arbre est source d'inoculum et potentiellement contaminateur. Et pour d'autres types de bioagresseurs, est-ce qu'il existe des médicaments pour arbres avec des traitements, des fongicides, etc. Est-ce que qu'on appliquerait sur les arbres? Alors, pour des applications foliaires, on pourrait l'imaginer un peu comme des traitements sur les champs de pommes de terre avec un petit pulvérisateur, mais vous imaginez l'échelle de l'arbre, c'est impossible physiquement, concrètement. C'est pas réalisable commercialement et écologiquement non plus, ça n'est pas acceptable. Donc en fait, il y a très peu de méthodes. On sait que le fongicide pour les champignons va ralentir la croissance, mais va rarement tuer, parce que le champignon, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des champignons rentrent dans l'intérieur des structures et il est très difficile à atteindre. En fait. Donc on va juste ralentir la maladie, mais pas l'éradiquer. Il y a des contre-exemples, si je peux me permettre. Les méthodes du pin, par exemple, au Japon, où il y a des arbres à valeur patrimoniale très forte, on va injecter des insecticides qui vont justement tuer les nématodes. Mais c'est vraiment des injections très précises pour des arbres qui ont une valeur. Voilà. Ça ne peut pas être une lutte très importante. Et une chose qui peut peut-être aussi être intéressante, c'est pour savoir pour justement les nématodes du pin aussi, quand on est amené à transporter des troncs d'arbres sur lesquels on suspecte qu'il y a des nématodes du pin, on peut mettre des filets qui sont traités aussi avec des insecticides pour protéger le transport de cette marchandise avec un risque infectieux jusqu'à un lieu où soit c'est traité, parce que dans le cas du nématode du pin, on peut traiter le bois à haute température, à cœur, pour justement garder la possibilité d'utiliser le bois, mais en annulant le risque de transmission. Sinon, la méthode rejoint ce qu'a décrit Renaud. Arrachage, on va rendre tout le bois en forme de chips de 3 cm maximum, et donc ça part après vers de l'industrie pour le chauffage. Et pour une fois qu'on ait par exemple abattu les arbres, le bioagresseur ne revienne pas, il y a des pays comme le Portugal qui ont remplacé des pins par exemple par des eucalyptus qui sont plus résistants. Est-ce que c'est une option qui est envisageable? Est-ce que c'est toujours une bonne idée?
Alors, dans le cas du Portugal, ils ont remplacé par l'eucalyptus. C'était déjà une essence qui était en place, une essence qui croît vite et qui donc permet quand même économiquement que ce soit acceptable. Ils ont en parallèle mené des travaux aussi pour faire de la sélection variétale et avoir des pins qui soient capables de supporter l'attaque du nématode du pin. Je ne sais pas si on pourrait avoir la même approche, par exemple, sur la forêt des Landes, planter de l'eucalyptus. Et puis, l'eucalyptus, il y a d'autres soucis. C'est un arbre qui émet des gaz, qui peut s'inflammer très vite pour l'été. Donc, les feux de forêt, c'est quelque chose qu'on connaît déjà un peu, malheureusement. Ça peut créer d'autres problèmes. Voilà, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment envisagé au cas par cas. C'est pour ça que les peuplements denses et continus, ça peut toujours interroger dans le cas de bioagresseurs qui seraient très spécialisés en plus. En épidémiologie, on entend souvent dire que ce qui rend une population plus résistante aux maladies, c'est la diversité génétique, la diversité des espèces. C'est aussi le cas pour les arbres ? Oui, tout à fait. Par exemple, pour le chancre coloré du platane, l'essentiel de l'hécatombe vient du fait que la culture du platane en France est une plante qui est plantée par bouturage et qui a un fond génétique très faible, très peu varié. Et donc, en fait, quand un bioagresseur arrive, il se régale parce qu'il y a peu de diversité génétique, il va rencontrer peu de résistance et il va se propager très vite. Il y a quand même des clones qui ont été sélectionnés comme résistants, plus ou moins tolérants à la maladie, mais il faut qu'ils soient plantés dans des conditions bien particulières et éviter de le planter dans un endroit qui était infesté de maladies auparavant. En fait. L'idée, comme vous l'avez dit, c'est de diversifier les essences et ne pas remplacer avec une seule plante, une seule essence forestière, mais plutôt diversifiée. Bon alors il est temps de passer à notre prochaine séquence, le vrai ou faux, c'est parti. Alors dans cette séquence, on va vous présenter 3 affirmations et on va vérifier grâce à vous ce qui relève plutôt du mythe ou de la réalité. Donc c'est toujours en lien avec ce qui concerne la santé des arbres et on va commencer avec la première affirmation. Donc vous allez voir, elle va s'afficher à l'écran. Donc je la lis. Il y a plus de parasites qui apparaissent au cours du temps. Est-ce que c'est plutôt vrai ou faux? Alors, je ne sais pas, Géraldine ou Renaud, lequel de deux veut répondre? C'est plutôt vrai, puisqu'il n'y a pas plus de parasites en tant que tel, mais il y a plus de maladies. C'est-à-dire qu'il y a plus d'opportunités pour les agents pathogènes de rencontrer des plantes sensibles à cause du changement climatique, à cause des échanges commerciaux qui s'accentuent, où on importe de plus en plus de parasites qui préexistent. Ils sont pas. Oui, ils n'apparaissent pas de nulle part. Il y en a certains peuvent apparaître par mutation, par hybridation, mais ce sont des événements qui restent exceptionnels. L'essentiel du temps, on ramène des parasites qui existent déjà bien avant, dans des contextes beaucoup plus favorables pour eux. Et là, avec le changement climatique, est-ce que ça favorise pas quand même oui, la progression? Est-ce que ça n'a pas un impact? On change les aires de répartition. Voilà, tout à fait. Oui. Donc on peut avoir des organismes qui étaient par exemple sur le nord de l'Afrique, qui vont passer la Méditerranée, on le voit bien sur certains insectes. Donc on peut avoir des aires de répartition qui vont être modifiées. On va avoir des organismes qui étaient quasiment jamais présents en Europe ou au sud de l'Europe, et maintenant vont le devenir. Et donc c'est un vrai problème. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec la sensibilité des tests? Maintenant, on arrive à mieux détecter certains parasites qu'avant, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on peut expliquer qu'il y en aurait plus. C'est pas faux qu'on a largement développé les techniques depuis l'avènement de tout ce qui est biologie moléculaire, test PCR. Enfin, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sensible, sachant qu'il y avait quand même des techniques qui étaient beaucoup plus basées sur l'observation à une autre époque. Mais ça n'empêche que nous, de l'expérience qu'on a, c'est vraiment cette intensification d'échanges qui fait qu'on augmente la pression sanitaire. On raccourcit les distances, on raccourcit les durées. Et donc, on fait se rencontrer, comme disait Renaud, des organismes et des plantes qui, normalement, ne devraient pas se rencontrer. Et donc, bien sûr, il se passe... Les tests sont en effet plus sensibles. On utilise maintenant en routine des tests PCR comme ce qu'on a utilisé tous pendant la crise du Covid. Mais ils permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et donc d'agir plus vite aussi. En fait, c'est surtout un gain de temps appréciable lorsqu'on importe, de ne pas conserver de la marchandise inutilement, des sources d'inoculum de maladies potentielles. On peut s'en occuper tout de suite, entre guillemets. Alors, on passe à la deuxième affirmation. Si on ne les coupe pas, tous les arbres peuvent vivre des centaines d'années. Là encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ça dépend de quels arbres on parle, de toute façon. Il y a des arbres... La façon dont on les conduit, dont on les utilise, fait qu'ils vont être dans des conditions qui leur sont favorables ou pas. Donc peut-être que naturellement, ils pourraient vivre longtemps, mais que la façon dont on les a mis en place, je sais qu'on avait échangé sur, par exemple, les haies de tuya, c'est pas forcément l'environnement le plus favorable pour chaque pied de tuya. Et tous les arbres ne sont pas faits pour vivre des centaines d'années. Non, faut bien faire la différence entre les différents arbres. C'est pour ça qu'au début, on a bien dit, il y a différents types d'arbres. La forêt, ok, mais il y a d'autres arbres.
Et enfin, troisième et dernière affirmation, donc la santé des forêts françaises est de moins en moins bonne. Est-ce que c'est vrai ou faux, là encore? Alors, on a une augmentation des cas de ce qu'on appelle le dépérissement. Et c'est un phénomène qui est multifactoriel. En fait, ce n'est pas simplement les maladies, c'est aussi des affaiblissements des arbres suite aux épisodes de sécheresse répétés. Le changement climatique en est un acteur majeur. Donc, c'est une combinaison des deux, en fait, qui fait que globalement, les massifs forestiers qui n'ont pas cessé d'augmenter au cours du siècle, on n'a jamais eu autant de forêts en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de déforestation, au contraire, il y a plus de plantations qu'avant. Mais en fait, ce mixte entre l'introduction de parasites exotiques, l'introduction de plantes qui ne sont pas originaires d'Europe aussi pour les cultiver, fait que les massifs forestiers sont parfois un peu plus sensibles qu'avant. C'est une perte de vue. Ouais, plutôt vrai. On pourrait dire une perte de vitalité, quoi, presque. Oui, alors c'est pas général, hein, mais Ouais. c'est une tendance qu'on observe quand même. Ok, C'est une vraie préoccupation. parfait. Bon, bah, merci beaucoup pour cet éclairage. On va maintenant s'intéresser à vos parcours respectifs. C'est notre séquence en coulisses. Alors, dans cette séquence, on aime bien jouer un peu avec vous et pour ça, on a un petit challenge à vous proposer. Vous allez avoir chacun 30 secondes pour vous présenter, montre en main. Géraldine, c'est vous qui commencez. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller? C'est parti. On y va, top chrono. Donc, j'ai fait un bac scientifique, bac C, pour ensuite faire des classes préparatoires aux grandes écoles, une école d'ingénieurs travaux agricoles à Bordeaux à l'époque. Et j'ai pu reprendre mes études ultérieurement pour faire un DEA et ensuite un doctorat sur un nématode qui, lui, s'attaquait aux pommes de terre. Et donc, j'ai pris un poste en 95 en laboratoire. J'ai fait toute ma carrière en laboratoire, d'abord à Avignon sur des virus, puis à Rennes sur des nématodes. Très bien, bon. Vous pouvez finir hein, si vous Ouais. voulez. Et donc, j'ai pris un poste depuis 2010 en tant que directrice adjointe, 2012 en tant que directrice adjointe au laboratoire de la santé des végétaux. Ok, parfait. Super, bon, vous avez débordé un petit peu, mais bon, on ne vous en tient pas rigueur. Renaud, c'est à vous, vous vous en doutez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut lancer le chrono? Oui, tout à fait. Bon, bah allons-y alors. Alors pour moi, ça va être très simple, puisque j'ai regardé ce qu'avait fait Géraldine et j'ai fait pareil. Parce qu'on a suivi à peu près les mêmes études, sauf que moi, je fais partie de la génération où après le bac et après les études supérieures, on devait faire le service national. Donc je suis parti 2 ans sur l'île de la Réunion, travailler en pathologie pathologie végétale, ce qui m'a passionné et qui m'a donné le goût pour la recherche. Donc j'ai continué, comme Géraldine, par un doctorat et une habilitation à diriger la recherche un peu plus tard sur ces sujets passionnants des champignons phytopathogènes. Parfait. Super, bien Pile joué. poil. Ouais. Bon, bah, bravo, merci à tous les deux. Mais bon, 30 secondes, c'est un peu court. Vous avez encore d'autres choses à nous dire. Géraldine, par exemple, au tout départ, dans votre parcours, vous avez hésité entre des études de langue et une voie scientifique. Est-ce que cet intérêt pour les langues vous sert aujourd'hui dans votre métier? Au quotidien. Dans quel contexte? Alors, de part, déjà, on a évoqué, la France est dans l'Union européenne, donc on a un certain nombre de textes, d'échanges qu'on peut être amené à faire. Et l'usage de l'anglais est forcément le premier langage pour échanger avec les collègues. Moi, j'ai la chance de participer à des groupes d'experts aussi, sur les nématodes, mais au niveau international, mais aussi au niveau assurance qualité et diagnostic, ce qui couvre toutes les disciplines. Et donc là, de nouveau, maîtriser l'anglais est un avantage indéniable. Et vous avez pas mal voyagé dans le cadre professionnel? Oui, je pense que j'ai eu cette chance, oui, de pouvoir voyager. Vous pouvez nous donner quelques destinations pour nous faire Alors, rêver? une grande partie des pays d'Europe déjà, Ouais. mais l'Australie 2 fois, la Jamaïque, les États-Unis, la Chine, Shanghai, le Japon très récemment. Donc, c'est une grande opportunité, oui. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir à nous raconter? Alors, j'avais partagé avec vous qu'en effet, il y a un certain nombre d'années, on avait, dans un cadre d'échange avec la Roumanie, un peu après leur entrée dans l'Union européenne, début des années 2000, j'ai eu la possibilité d'aller sur le terrain. Et en particulier, là-bas, les laboratoires étaient chargés aussi de distribuer les produits phytosanitaires auprès des monastères. Et donc, ça avait été assez épique de visiter ces différents monastères pour distribuer ces produits phytosanitaires. C'était vraiment une très belle opportunité de visiter des monastères qui n'étaient pas forcément ouverts au public, mais aussi de rencontrer, en l'occurrence là c'était des femmes qui tenaient ce monastère et qui avaient une certaine truculence, et donc c'était vraiment des expériences qu'en tant que particulier je n'aurais jamais eues. Donc, Oui, ça vous a ouvert les portes à des endroits où vous auriez pas complètement. forcément... Et c'est le cas à chaque fois. Pas, Voilà, à chaque fois, je pense qu'on a cette chance dans nos métiers de découvrir des cadres, des situations vraiment inattendues et vraiment très très enrichissantes.
Alors, aujourd'hui, vous êtes directrice adjointe, Mhm. donc j'imagine que vous devez avoir une vision d'ensemble et des connaissances sur l'ensemble des domaines qui concernent Alors, la santé je des arbres. ne suis pas précise sur chaque domaine. Ouais. Moi, ma spécialité, j'ai fait un peu de virologie au début et puis beaucoup l'étude des nématodes. Mais par contre, dans mes fonctions, je suis obligée d'embrasser toutes les disciplines et donc ça me permet, quand vous m'interrogez, d'avoir différents exemples, contrairement. C'est pas que Renaud n'ait pas les exemples, hein, mais Renaud est plus spécialisé sur les champignons et donc je suis moins spécialisée que j'ai été. Mais ma volonté initialement, c'était vraiment de me spécialiser. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier? Le partage, en fait, la mise en réseau. Moi, je n'ai pas forcément la connaissance, mais je peux savoir qui c'est. Et donc de mettre les gens en réseau et de maximiser les potentiels, en fait, en mettant en contact les gens avec nos sujets phytosanitaires, bien évidemment, et rendre service au service. Voilà, quoi. Renaud, vous, c'est dès le lycée que vous avez su que la recherche était faite pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez? C'est le fait de jamais savoir à l'avance ce que je vais faire dans ma journée. Parce que, en fait, j'ai un planning comme tout le monde. Et puis, en fait, le matin, j'arrive, on a une découverte d'un nouveau pathogène, une alerte qui remonte du terrain, une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Et il faut s'y consacrer tout de suite. Donc, il faut mettre en place des projets, il faut encadrer des étudiants sur les sujets. Et c'est des sujets qui n'en finissent pas, en fait. Donc, on ne s'ennuie pas dans la recherche. jamais. Alors, avant de diriger l'unité que vous dirigez actuellement à l'ANSES, vous avez fait une thèse pendant votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait? Et en fait, comme l'expliquait votre collègue, j'étais passionné par la recherche et je n'avais pas eu l'opportunité pendant mes études d'ingénieur de m'y consacrer vraiment. Et en fait, en travaillant dans le laboratoire de l'ANSES, qui s'appelait autrement à l'époque, mais peu importe, on collaborait beaucoup avec des unités de recherche de l'INRAE, c'est nos collègues au quotidien, hein, et ils m'ont passé un petit peu le goût de leur passion et surtout de leur sujet d'étude. Et à l'époque, il y avait un nouveau parasite invasif qui venait d'arriver en Europe de l'Ouest, et en France en particulier, qui était un Phytophthora, une espèce de champignon qui n'en est pas vraiment un, en fait. Ils m'ont proposé de travailler sur ce sujet un peu plus profondément. Donc j'ai fait simplement une demande à ma tutelle qui a été acceptée, et puis j'ai pu continuer mon travail en parallèle de ce travail de recherche plus approfondi. Donc vous avez cumulé à la fois un emploi et une thèse. Voilà, ouais. C'est facile de trouver son rythme quand on... Quand c'est la passion, on ne trouve pas ça difficile, en fait. Il faut juste arriver à conjuguer la vie personnelle, on va dire, plutôt. Mais la vie professionnelle, ça se fait tout seul, hein. Géraldine, vous aussi, vous avez repris des études en parallèle du travail pour faire un DEA, un diplôme d'études approfondies. Est-ce que vous avez vécu cette expérience un peu de la même façon que Renaud, si on compare? Je l'ai vécu un tout petit peu avant Renaud parce qu'on a bénéficié de ce qu'on appelle des formations complémentaires par la recherche. Donc c'était, comme on est tous les deux fonctionnaires de l'État, on a bénéficié de ce dispositif. Et donc, moi, on m'a demandé de reprendre un DEA puisque ma formation n'était peut-être pas pas adaptée de la même façon par rapport à la thèse que j'ai menée après. Et c'était vraiment intéressant puisqu'après quelques années de parcours professionnel, remettre en route et reprendre des études, ça permettait de donner beaucoup plus d'aspects concrets, d'un objectif beaucoup plus concret aussi à ces travaux de recherche. Et en effet, je suis d'accord que c'est très prenant, très très riche, mais par contre c'est très riche d'enseignement aussi. Et ça permet de bien relativiser un travail de recherche, de ne pas simplement être étudiant. Donc, Ces deux expériences, pour vous deux, ça montre aussi que finalement, on n'a pas forcément des parcours qui sont figés. Je veux dire, une fois qu'on est dans un métier, on peut se spécialiser ou réapprofondir certaines connaissances. Donc ça, c'est aussi intéressant. Moi, si je me suis spécialisée dans le cadre d'une thèse, ça n'empêche pas que mes fonctions aujourd'hui sont beaucoup moins tournées vers la recherche par rapport à Renaud. Et donc, même avec des parcours qui se ressemblent quand même pas mal, au final, on a aujourd'hui des activités assez différentes. Renaud, je reviens sur votre thèse, la période où vous faisiez votre thèse. À un moment donné, vous êtes allé aux États-Unis pour présenter vos résultats. Et quand on a préparé l'émission, vous nous avez partagé une anecdote sur l'endroit où vous étiez logé. Oui. Et ça a un lien avec des travaux plus tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? En fait, effectivement, j'étais jeune doctorant à l'époque. J'allais présenter mes résultats dans un congrès en Californie. Et en fait, c'était sur un Phytophthora, donc le sujet de mon étude. Et le matin, en me réveillant, on était logé dans des petits bungalows dans une forêt naturelle de pin radiata. Donc c'est un pin qu'on trouve peu en Europe, mais qui a été introduit maintenant pour sa culture, qui est assez productif, etc. Et en me réveillant le matin, je me suis aperçu que tous les pins étaient malades autour de moi par une maladie qui était en fait un parasite de quarantaine pour l'Union européenne. Donc c'était un autre champignon qui s'appelle un Fusarium circinatum, qui provoque des chancres résineux sur les pins. Et en fait, quand je suis rentré au laboratoire, je me suis bien désinfecté. Mais ça a été ça a été en fait un des principaux sujets d'études des années suivantes. En fait. Donc j'ai pu dire que j'avais vu la maladie in situ, à quoi ça ressemblait.
Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de vos parcours. Pour finir cette émission, vous allez nous partager quelques recommandations culturelles. Place à la reco. Alors Géraldine, vous n'en avez pas une, mais vous en avez deux. Quelles sont vos recommandations? Alors, musicalement, ça pourrait être sympa. On peut déjà. commencer par ça, ouais. Voilà. Yannick Noah, Aux arbres citoyens. Je pense Tout que à fait dans le c'est- thème. Voilà. Et je pense que c'est aussi bien que chacun prenne conscience qu'on a un rôle à jouer pour la santé des arbres. On développe de plus en plus les sciences citoyennes. Eh bien, ça se met bien là aussi. Et alors le deuxième, c'est un livre. C'est un livre. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'auteur, l'édition. Alors, Si j'ai bien noté, ouais. Oui. c'est Arbre, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs. Donc bon, c'est un titre long, on ne va pas vous Voilà. reprocher de ne pas l'avoir en tête. pas l'avoir mémorisé. De Serge Schall. C'est C'est ça. ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, Alors, c'est un très joli livre qui documente l'arbre sur plein d'aspects. L'histoire, comment l'arbre a pu intervenir, la mythologie, mais aussi comment l'utiliser dans la publicité, l'arbre pour ce qu'il est aussi. Vraiment, c'est très, très complet et très, très bien illustré. Je n'ai pas osé l'emporter avec moi parce que c'est un très gros livre qui est lourd, mais je le recommande vivement à la lecture. Bon, on laissera la chance aux gens de le découvrir par eux-mêmes. Et donc, il y avait une autre recommandation. Renaud? Alors, je souhaite vous partager un film. Je suis grand fan du réalisateur Christopher Nolan. Et un de ses derniers films, Interstellar, est un film de science-fiction qui parle de sujets très profonds. Mais le postulat de départ, c'est quand même de dire que l'humanité est obligée de quitter la Terre parce qu'elle est rendue inhabitable. Il n'y a plus de culture possible à cause d'une maladie qui ravage le blé. Donc on voit que si on ne se préoccupe pas de la santé de nos plantes, on peut arriver à des extrêmes qui peuvent pousser à des films de science-fiction qui sont très bien, mais aussi à des catastrophes humanitaires. Ouais, on peut voir les dérives possibles. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette émission Science en question. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, Géraldine et Renaud, pour vos explications. On se retrouve bientôt pour un autre numéro tout aussi passionnant. Ciao les sorciers.